au travers des invitations des camps d'attaque comme Christophe, comme Daniel et moi-même, de permettre de faire le lien et de pouvoir travailler ensemble de ce point de vue-là. Je vais commencer quand même par un retour sur la COP21, sur où on en est du point de vue de l'accord de Paris. Il faut quand même ne pas oublier derrière les... On voit là, c'est bon, oui. Derrière les embrassades, derrière les grandes manifestations d'enthousiasme, qu'en fait cet accord de Paris a été perçu de manière extrêmement différente et différenciée. La meilleure phrase pour le qualifier, c'est cette phrase qui était dans un journal anglais, ça a été un miracle en comparaison de ce qu'il aurait pu être, mais c'est un désastre en comparaison de ce qu'il aurait dû être. Les engagements des différents pays qui ont été et qui ne sont que déclaratoires nous amènent sur une trajectoire de plus de 3 degrés Celsius à la fin du XXIe siècle. La réalité des engagements pose question, parce qu'il faut se rappeler quand même que en 1997, avec le protocole de Kyoto, des engagements qui là, cette fois, avaient caractère de traité et étaient contractuels, ont été pris pour la période 2005-2012 par les grands pays industrialisés et n'ont pas été respectés, avec même de la part du Canada qui avait signé d'abord l'accord, un reniement de sa signature quand il s'est rendu compte qu'il y avait du gaz et du pétrole de schiste au Canada, avec un changement de président aux États-Unis qui fait que le président démocrate qui avait négocié l'accord et qui l'avait accepté, cet accord n'a pas été ratifié par le président républicain qui a suivi, avec une phrase extraordinaire, le mode de vie américain n'est pas négociable. Avec aussi des pays comme l'Australie qui ne sont pas rentrés dans l'accord, qui ne l'ont pas signé et ratifié. Il a été dit, pour que l'accord de Paris entre en vigueur, il faut que 55% des pays représentant 55% des émissions le ratifient. Aujourd'hui, on en est encore loin. Hein. On est, je crois, si je ne me trompe pas, à quelque chose comme 17 pays et 2 ou 3% de ratifiés, et 2 ou 3% du total des émissions de gaz à effet de serre. Donc il est important que des États comme les États-Unis, la Chine et les pays européens, qui sont les gros émetteurs, ratifient l'accord pour que cet accord atteigne les 55%. Mais, je disais aussi, cet accord, on a eu un échec, qui a été l'échec de Copenhague, en 2009, qui devait décider des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur la période 2012-2020. Il n'y a pas eu d'engagement de ce point de vue. Et dans l'accord de Paris concerne la période 2020-2030. Or, le GIEC dit qu'il est important qu'avant 2020, des procédures de réduction des émissions soient déjà engagées. Actuellement, il n'y a pas d'engagement des pays sur des réelles réductions des émissions de gaz à effet de serre. C'est là aussi un énorme problème. Christophe Aguiton, hier, dans son intervention, a dit que dans les COP, on ne discute pas des moyens, on discute simplement des objectifs. Il faut réduire de temps les émissions de gaz à effet de serre. Mais comment? Et là, je vais y revenir un tout petit peu. Qu'est-ce qu'on fait des gisements de pétrole, de gaz, de charbon actuellement identifiés? On va y revenir parce que c'est important. Qu'est-ce qu'on fait sur l'aviation, sur le transport maritime, sur ça, ce n'est pas discuté dans les COP. Et puis il y a la question du fonds vert. Ce fonds vert est un fonds qui a été fixé comme objectif à 100 milliards de dollars à partir de 2020, permettant à la fois aux pays, surtout aux pays du Sud, de s'adapter au réchauffement climatique et d'autre part de se développer sur des technologies propres. Actuellement, les fonds pour atteindre ces 100 milliards ne sont pas définis. C'est aussi des points qui seront dans la discussion de la COP22 et certainement des COP suivantes. Il y a des déclarations positives dans l'accord de Paris. Et ces déclarations positives, malheureusement très souvent, restent déclaratoires, restent des affirmations comme ça, sans caractère contractuel, je rappelle, sans caractère de traité, sans pénalité si les déclarations ne sont pas respectées.
Mais les déclarations positives sur lesquelles on peut s'appuyer, c'est que l'ensemble des pays du monde reconnaissent qu'il faudrait rester à 1,5 degré. Et à 1,5 degré, ça a été mis parce qu'en fait, les îles du Pacifique et les États du Pacifique ont besoin qu'on reste bien en dessous de 2 degrés Celsius pour rester viable, pour continuer à exister. L'accord, dans son article 13, promet une transparence. Reste à fixer les modalités pour mettre en vigueur cette transparence. Les pays sont invités à formuler des propositions plus ambitieuses d'ici 2020, mais là, il n'y en a pas pour l'instant. C'est donc, et j'espère que ça sera discuté à la COP22, voilà, des déclarations positives sur lesquelles les mouvements sociaux peuvent s'appuyer. Et donc, je vais en venir maintenant au point essentiel de mon intervention, rapidement, qui est donc la mobilisation citoyenne. Je vais la voir avant la COP21, pendant la COP21 et là, sur cette année, avant la COP22. Il y a 3 objectifs. Il a été dit, et c'est important, qu'il ne fallait pas seulement agir sur les gouvernements, proposer et faire du lobbying sur les gouvernements pour qu'ils prennent des mesures. Il faut en même temps mobiliser en montrant qu'il y a des alternatives et en montrant qu'elles sont déjà en marche. Elles sont minoritaires, mais elles sont déjà en marche. Et il faut développer les résistances à des projets qui ne font qu'aggraver la situation. C'est très souvent des projets d'extractivisme. Alors, agir globalement sur les gouvernements, il faut donc continuer. C'est par exemple le fait que dans les traités internationaux commerciaux de libre-échange, la question du climat n'est jamais envisagée. Et par exemple, vous savez sûrement qu'il y a un grand traité qui est en discussion entre les États-Unis et l'Union européenne, qu'on appelle le TAFTA, qu'on nomme de différentes manières. Dans ce traité, il n'y a pas un mot sur la question du climat. Or, si ce traité entrait en vigueur, dans la façon dont il est négocié actuellement, il permettrait, il ouvrirait la voie à l'importation de pétrole et de gaz de schiste. Il y a également un traité qui a déjà été négocié, qui n'a pas encore été ratifié, entre l'Union européenne et le Canada, et pareil, avec les mêmes conséquences sur ces questions-là. Il faut que passe là. Je suis assez négatif sur l'accord de Paris. Il y a des éléments positifs, je l'ai dit, mais il faut vraiment faire passer l'idée que l'accord de Paris n'est pas une fin, et vraiment un petit début, et que la question n'est pas réglée avec l'accord de Paris. C'est extrêmement important que la prise de conscience soit très générale sur cette question-là. Et il faut obtenir des engagements d'ici 2020. Alors, engagement sur les émissions, engagement sur le fonds vert, sur son alimentation. Un tout petit peu d'histoire, il y avait 2 coalitions internationales qui existaient. La première qui était tournée vers le plaidoyer et qui regroupait les grandes ONG, type Greenpeace ou type Caritas, ou etc., qui s'appelle le CAN, le Climate Action Network. En France, ça s'appelle le RAC, le Réseau Action Climat. Et il y en a une autre, une deuxième, qui s'appelle Climat Justice Nord, qui mettait en avant la question de la justice climatique et qui regroupe, elle, les Amis de la Terre, la Via Campesina et un certain nombre d'associations, dont ATTAC notamment. Un moment fondateur, c'est en 2013, la COP19 à Varsovie, où, ensemble, syndicats et ONG, venant soit du CAN, soit de CGN, sont sortis de la salle de négociation avant la fin de la COP, en disant « vous vous moquez du monde, vous n'avancez pas dans les discussions, nous, on s'en va ». Et ça a été un moment fondateur parce que ça a permis la constitution en France, en 2014, de la coalition Climat 21. Cette coalition Climat 21 regroupe plus de 130 organisations de la société civile, la plupart des grands syndicats français, mais aussi bien la CGT, la CFDT, la FSU, que la Confédération paysanne, un syndicat paysan, des associations de solidarité internationale, des organisations d'origine confessionnelle, des ONG de défense des droits humains, les ONG écologiques, etc. Des associations de migrants, ce qui est aussi un élément sur lequel je souhaite insister. Cette coalition s'est constituée donc en 2014 pour préparer les mobilisations de décembre 2015.
de la COP 21. Parallèlement, il y a eu l'échec de Copenhague a entraîné dans différents milieux, dont une association qui est à Bayonne, qui s'appelle BICI, ça veut dire vivre en basque, dans les milieux d'attaque, dans la presse, chez des journalistes qui travaillent sur ces questions-là, comme Hervé Kempf, un ancien journaliste du Monde, et qui est l'animateur du site Reporter aujourd'hui, qui est un site d'information écologique très intéressant. La réflexion était la suivante. En 2009, il y a eu des mobilisations, la société a été alertée, il y a eu un début de prise de conscience important, mais à l'issue de la COP de Copenhague, il y a eu un mouvement de démobilisation complet. Et on se l'est expliqué de la manière suivante. Les gens qui s'étaient sensibilisés à la question avaient la réaction suivante. On a compris, la question du climat, c'est vraiment une question qui est fondamentale pour l'humanité, qui est fondamentale pour la Terre, pour la planète. On s'est un peu mobilisé et il ne se passe rien. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous sommes un peu démunis face à ça, et ça a entraîné une démobilisation du mouvement. Et on s'est posé la question, à ce moment-là, de quelle manière on peut relancer une mobilisation citoyenne. L'idée qu'il y a, il y a eu la coalition Climat 21 qui a fait le constat que le lobbying ne suffisait pas, qu'il fallait, en dehors du lobbying, aussi se mettre ensemble pour mobiliser, mobiliser dans la rue, mobiliser dans les quartiers, mobiliser un peu partout. Et il y a eu en même temps l'idée importante de se dire il ne faut pas être simplement sur la dénonciation des politiques publiques, mais il faut être en même temps sur les propositions et sur le fait de montrer qu'il existe déjà des initiatives dans la société. Et allons même plus loin. Ces initiatives, et en France par exemple, ça va être des réseaux, des associations qui sont des associations de proximité entre de lien direct entre paysans et consommateurs, qui s'appellent les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. Les gens viennent dans ces associations, la plupart, au début, pour avoir une alimentation de qualité. Ils ne font pas forcément le lien avec la question du climat. Or, une agriculture paysanne, c'est moins d'engrais, c'est moins de pesticides, c'est donc moins de mécanisation, c'est donc moins d'utilisation de pétrole, c'est donc moins d'émissions de gaz carbonique. Une agriculture de proximité, c'est aussi moins de transport pour transporter les aliments vers les endroits où ils sont consommés, donc moins de transport, encore moins d'utilisation de pétrole. D'un autre côté, il existe en France aussi, ça se met en place de plus en plus, des associations de réparation de vélos, des associations de réparation de petits matériels électroménagers. On appelle ça les repères cafés. Ces associations-là, aussi, les gens qui viennent parce qu'ils se disent c'est un peu idiot de jeter, etc. Ils ne font pas forcément le lien avec l'épuisement des ressources que ça implique, avec les conséquences que ça a également sur les émissions de gaz à effet de serre. Faisons se rencontrer l'ensemble de ces associations, montrons-leur, au travers de débats, montrons-leur le rapport entre leur activité et les questions climatiques, permettons-leur de montrer ce qu'ils font, et au travers de cette dynamique, à la fois ils vont se renforcer parce qu'ils vont se faire connaître, ils vont échanger, et ils vont être à la base de la construction d'un mouvement. Et c'est l'Alternativa, c'est les villages des alternatives qui ont été constitués sur cette base-là et avec cet objectif. Alors, derrière ça, les initiateurs avaient et ont cette idée de construire un mouvement durable pour la justice climatique et sociale. Avec toujours le fait de mettre en rapport, le fait de mettre un rapport entre justice, enfin, entre la question du climat et la question de la justice sociale, un rapport entre s'opposer, résister, mais aussi proposer et montrer que ça existe déjà. Le premier village a eu lieu à Bayonne en octobre 2013. Depuis, en France, et un petit peu ça a débordé,
puisqu'il y a eu 2 villages en Angleterre, il y a eu un village en Autriche, un village en Allemagne, un village en Suisse, un village en Belgique, 2 ou 3 villages en Espagne. Ça a donc débordé. Il y a même eu un village à Tahiti, et il y a un village en préparation à Dakar, au Sénégal. Donc c'est un mouvement qui s'est un peu développé. Et en même temps, il y a eu un tour qui a eu lieu l'an dernier, du 5 juin au 26 septembre, un tour en vélo, qui à chaque étape, donc qui a fait plus de 5100 km, qui a parcouru, qui a fait le Tour de France, même en passant dans les pays limitrophes, et qui, à chaque étape, était l'occasion d'une animation. On estime que plus de 540 000 personnes sont soit venues dans les villages Alternativa, soit sont venues dans les événements qu'il y a eu à chaque étape du Tour Alternativa. Qu'est-ce que c'est qu'un village Alternativa? C'est sur une place, au cœur des villes ou des villages, des quartiers thématiques animés par les associations et qui viennent montrer ce qu'elles font et en même temps, en parallèle, des débats qui leur permettent d'échanger. Alors c'est l'habitat, c'est le climat, c'est l'agriculture-alimentation, c'est aussi migration et solidarité mondiale, c'est aussi